Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, puisqu'il y a eu beaucoup de sous-entendus, voire d'inexactitudes depuis le début de ce débat, je vous dirai très sincèrement, Monsieur le Premier ministre, je ne suis ni nostalgique de la grande Union soviétique, pas plus que de la grande Russie de Catherine II, qui n'était en rien un État éclairé. L'agression militaire déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine est injustifiable. Et puisqu'il faut le redire, puisque des propos mensongers viennent d'être tenus, nous les avons condamnés dès les premières heures du conflit. Cette agression est injustifiable, elle constitue un crime contre le droit international, un crime contre la paix, des crimes de guerre déjà avérés ont été commis. Dès lors, nous exprimons notre profonde solidarité au peuple ukrainien qui résiste et se défend pour préserver la souveraineté de son pays. Après des dizaines de milliers de soldats ukrainiens et russes au corps mutilé, aux esprits traumatisés à vie, après d'immenses territoires défigurés, des villes marquées des stigmates de la guerre, parfois rasées, aucune perspective ne se profile aujourd'hui. Malgré 200 milliards d'euros, dont la moitié en aide militaire versée à l'Ukraine, malgré en face un État russe qui affiche un taux de croissance insolent de 2,6% cette année et qui a multiplié par 3 son budget militaire, la ligne de front est globalement figée depuis des mois. Pour autant, la guerre ne s'apaise pas. Et tandis que l'Ukraine peine à recruter, Poutine n'hésite pas à envoyer sa jeunesse à la boucherie et en rôle de force, y compris dans les prisons. Et je veux à mon tour saluer la mémoire d'Alexeï Navalny, assassiné le mois dernier en prison, et qui dénonçait pourtant les bellicistes qui, disait-il, faudra juger un jour. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement nous invite à souscrire à l'intensive propagande belliciste. S'il était question pour le président de la République, il y a de ça moins de 13 mois, qu'un accord entre Ukrainiens et Russes était possible, selon, je le cite, 10 000 formules différentes, aujourd'hui celui-ci envisage une seule, celle de l'escalade guerrière, qui hypothèque toute perspective de paix et n'exclut rien face à la seconde puissance nucléaire mondiale. Cette fuite en avant vous a conduit à signer un traité de défense avec l'Ukraine qui est marqué par l'absence préoccupante de limites claires sur le volet coopération militaire de défense, dont la liste est qualifiée de non exhaustive. Oui ou non, des militaires seront envoyés en Ukraine? Ou devrons-nous attendre la parole d'Emmanuel Macron demain soir pour en être informés? De même, l'accord prévoit le soutien à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui relève, nous le savons, d'un casus belli pour la Russie. Emmanuel Macron assumerait l'ambiguïté stratégique en évoquant la possibilité d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Les relations des chancelleries européennes sont tombées avec fracas. Les États-Unis, l'Allemagne, la majorité des États membres de l'OTAN ont tous catégoriquement rejeté cette approche. Nous alertons sur l'affirmation qu'une partie de nos intérêts vitaux ont une dimension européenne, bousculant de fait notre doctrine de dissuasion nucléaire au profit d'un nouveau parapluie nucléaire français au-dessus de l'Union européenne. Quelle irresponsabilité de croire que l'arme nucléaire existe pour autre chose que pour un État-nation. Quelle ineptie de penser que nous partagerions les mêmes intérêts vitaux que ceux de la Pologne ou de Chypre. L'ambiguïté stratégique de l'OTAN est ainsi définitivement annihilée, tandis que la France sort quant à elle un peu plus affaiblie, raillée, ridiculisée par l'énième position changeante du président sur cette guerre. Monsieur le Premier ministre, mesurez-vous l'effroi de ces millions de nos concitoyens qui assistent impuissants à la mise en œuvre de l'engrenage guerrier? Comprenez-vous ces jeunes, leurs familles, qui ne peuvent accepter d'être un jour impliqués dans leur esprit et leur chair dans un conflit que personne ne cherche à régler par la négociation? À Prague, le président a persisté et signé. Face aux aveux du chancelier allemand sur son refus de livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine, du fait des problématiques de ciblage que cela impliquerait, le président rétorque qu'il ne faut pas être lâche. Que signifie ce terme? À qui s'adresse-t-il?
Cette dérive de l'exécutif, plaçant la France à la limite de la cobelligérance, s'inscrit dans une stratégie globale et mortifère de surarmement. Les budgets de défense des États membres de l'Union européenne atteindraient près de 236 milliards d'euros en 2022, 11% de plus par rapport à 2021, et atteindrait 284 milliards d'euros en 2025. Et selon une récente étude de l'Institut des relations internationales et stratégiques, depuis l'invasion en Ukraine, ce sont 63% des commandes d'armement de l'Union européenne qui ont été passées aux États-Unis. Cette guerre, c'est aussi une opportunité pour les financiers de Bruxelles. En effet, 2/3 des 50 milliards d'euros d'aide à destination de l'Ukraine, récemment débloqués, seront versés sous forme de prêts à rembourser intégralement avec intérêt. Non, chers collègues, la guerre ne libère jamais. Elle asservit les peuples. Selon la communication publique des états-majors allemands, suédois et désormais français, un conflit n'est donc plus à exclure contre la Russie. Si celui-ci venait à advenir, mon groupe est convaincu d'une chose. Contrairement à vous, monsieur le Premier ministre, qui plus est face à une puissance nucléaire, nous pensons que certaines stratégies sont à exclure, et notamment celle de l'escalade. Dans un conflit nucléaire, il n'y a ni gagnant ni perdant, seulement le risque réel de la destruction du continent européen. Dès lors, il s'agit de défendre dès maintenant, de manière inlassable, l'élaboration d'une solution globale de sécurité en Europe. Car je vous rejoins, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas qu'un conflit entre États voisins. Les déclarations de Trump sur la conditionnalité de l'assistance américaine dans la défense des pays membres de l'OTAN et sur son encouragement à la Russie à faire ce que bon lui semble, doit conduire à un sursaut de l'Union européenne. L'alignement atlantiste n'est plus possible et la négociation d'un cadre de sécurité commune et de paix pour l'ensemble des pays de la grande Europe constitue l'unique stratégie pour éviter à nos peuples de nouveaux sacrifices insupportables. Une fois ces premiers principes de sécurité commune établis par la communauté internationale, un accord, un compromis mutuellement acceptable devra être trouvé entre les belligérants. Ce projet doit s'articuler autour de 2 principes: le droit à la souveraineté à l'Ukraine, des garanties de sécurité pour la Russie. Par conséquent, et parce que selon nous, c'est davantage le projet de paix qu'il s'agit aujourd'hui d'armer de garanties solides. Parce que nous ne votons pas ce soir ici, conformément à la Constitution, pour ou contre l'Ukraine, mais pour ou contre votre déclaration, votre politique au service de la résolution de ce conflit, nous voterons contre. Et je veux dire solennellement ici, les communistes n'ont pas à recevoir de leçons sur l'engagement patriotique. La recherche de la paix, oui, est possible. Tout le monde sait que les négociations s'ouvriront tôt ou tard. Nous ferons tout pour que cesse la boucherie, l'inhumanité profonde que porte en elle la guerre. Car comme le disait Jacques Prévert, quelle connerie la guerre. Merci Madame la Présidente.